Première valse au pied du mur, première histoire à tous les deux la vie. Y a comme un cri qui me pousse vers toi, y a comme un fil que je saisis pas, incertitude. Je ne sais pas là où je vais, je ne sais pas d'où je viens, incertitude. Pour toi y a un destin, pour moi y a rien que les lignes de la main. Je te touche du pouls, tais-toi la vie. Ne plus t'aimer, t'aimer encore, te désirer sans te vouloir la vie. T'as l'air du fou, t'as l'air du sage. Ce sera notre tâche de retrouver, en tâtonnant, humblement, la forme éternelle des choses. C'est de Marguerite Yourcenar. Et vous aviez relevé cette phrase. Oui, merci Jeanne de m'accueillir à votre rendez-vous. Oui, j'avais relevé cette phrase à la fin du livre « À l'éveil du jour », où je racontais effectivement cette autobiographie poétique, c'est-à-dire ma mise en relation avec la poésie, avec l'écriture et avec la chanson. Ouais. Vous en êtes où dans cette tâche sans fin que retrouver en tâtonnant, humblement, la forme éternelle des choses de Brigitte Maillard, puisque c'est vous l'invité de ce rendez-vous de Jeanne? Bien, c'est un chemin en fait, hein. C'est un chemin qu'il faut accompagner et on n'imagine pas à quel point en fait on ne cesse d'avancer et de tâtonner, de rechercher et de découvrir justement cette humilité. C'est pour ça que cette phrase de Marguerite Yourcenar m'avait vraiment immédiatement saisie. Nous sommes donc au rendez-vous de Jeanne, je le répète, et je suis heureuse de vous accueillir, Brigitte. C'est un rendez-vous particulier aujourd'hui, car contrairement à l'interview classique, nous allons parler d'une chanson, d'un chant, d'une chanteuse, de vous, Brigitte Maillard, puisque vous êtes chanteuse aussi et que vous êtes porteuse de ce chant. Vous écrivez « Seule la solitude peut rompre les cailloux à l'odeur des violettes, avide chant du soir, au cœur d'hirondelles. » Pourquoi la chanson, je devrais dire le chant? Oh là, j'ai commencé à écrire effectivement des chansons avant que la poésie ne vienne justement et ne surgisse par effraction suite à cet accident en fait personnel que je relate dans cette autobiographie. Et donc en fait cette première écriture était vers la chanson pour essayer. J'étais obsédée par l'idée de chanter, de donner ma voix, de monter sur scène, de trouver et surtout d'écrire mes propres textes. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et particulièrement avec cette chanson-là que vous avez choisie pour votre émission, Jeanne, Incertitude, dont la composition était de Jérôme Madescler, et la mise en musique, là, de Léonissime. Et puis donc ensuite, cette poésie est arrivée, et au fil des années, puisque là, ça remonte maintenant à peut-être, 6-7 ans, au fil des années, j'ai pris conscience de la différence entre la chanson et le chant. Quel est ce chemin qui m'a amené plus profondément encore au chant intérieur, qui est la poésie. Vous avez été de beaucoup de métiers, je vais essayer de les énumérer, pas tous bien sûr. Oui. Je crois que vous avez été assistante sociale auprès de l'enfance maltraitée. Oui, tout à fait. Journaliste radio, auteure, éditrice, chanteuse. Faut-il rompre avec chaque métier ou au contraire, chaque métier nous construit et s'ajoute à l'autre? Oh, ils s'ajoutent à l'autre, ils s'enchaînent, on dira, ils s'emboîtent, ils avancent les uns avec les autres, sans quand même on sache pourquoi en fait. Et c'est ce chevauchement dans lequel j'ai vécu pendant de nombreuses années. Je ne quittais pas un métier pour en faire un autre. Le précédent chevauchait toujours dans l'avant, donc ça donnait une vie assez chaotique en fait en apparence, mais au fond un fil très important, oui. Combien de silence avant ce chant, Brigitte? Parce que je crois que vous avez gardé le silence longtemps. Un chant, c'est ce qui m'importe de comprendre aujourd'hui. Quelqu'un comme vous, le chant vient pourquoi? C'est-à-dire combien de silence avant le chant? Oh là, mon Dieu, quelle belle question. Combien de silence avant le chant? Oh, je ne sais pas, parce que tout interagit en même temps. En fait, c'est comme une ondée, hein. Quand on dit un monde en poésie, c'est comme une onde en poésie. Donc, combien de silence Vous avez eu besoin de chanter? Voilà, il y a eu cette nécessité intérieure vraiment profonde de chanter, de porter la voix, ce que je pensais être à l'époque le plus important.
Et en découvrant en fait le chant poétique, je me suis vraiment rendu compte que non, que ce qui était le plus important, c'était justement ce silence que vous repérez, qui était déjà à l'intérieur de la chanson Incertitude, et qui a trouvé toute sa force, et plus encore à l'intérieur de la poésie, jusqu'à ce que même la poésie elle-même disparaisse, et nous entraîne donc dans ce silence, qui fait qu'aujourd'hui peut-être j'écris aussi beaucoup moins, je suis davantage dans l'image, ou dans ce que je peux transmettre autrement, par l'action poétique par exemple. Dans votre voix, dans ce chant, il y a du cœur, il y a du souffle, il y a aussi un reste d'essoufflement, du moins je le sens comme ça. Ouais. Pourquoi ce titre, Incertitude? Incertitude, parce que quand je l'ai écrit, et toujours aujourd'hui, je n'avais aucune certitude. Que je pense que c'est très important de poser en fait ce mot, parce qu'on ne sait rien. Et dans ce ne pas savoir, ni rien comprendre, ne plus t'aimer, t'aimer encore la vie, mais voilà, il y a toute l'interrogation que nous portons presque à tous les moments de notre vie. Il n'y a pas véritablement de réponse. Il y a des dieux, oui, il y a des objets, il y a des histoires, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est fondamental, c'est le questionnement. Donc je crois que c'est ce qui est posé là, un questionnement qu'on peut retrouver dans la poésie aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne se rend compte de la vie ou de toutes ces questions sur la vie qu'après avoir été heurté par quelque chose qui fait comme un accroc à la vie. Parce que la vie coule normalement. On a l'impression que c'est pour toujours. Oui. Et vous dites quelque chose de très beau. Je me déplace à l'ondée souvenir, comme une ondée bien sûr. Et vous dites, danse sur la branche de lilas, à peine recouverte par la rosée. L'ondée souvenir comme fil funambule, justement. Oui, l'ondée, celle dont on parlait tout à l'heure, l'ondée, l'onde dans le monde, en poésie, dans cette musicalité-là. Voilà, c'est en fait ce chant assez indéfinissable, c'est ces oscillations aussi voilà, qui balancent. Il y a aussi dans votre poésie, parce que bien sûr je reviens à vos poèmes de temps en temps, Oui. parce que vous êtes une dans tout ça, vous dites qui raconte l'écho des falaises. Et quelle falaise vous donne encore le vertige, Brigitte? Parce que hors cette chanson, on a l'impression que cette chanson, c'est peut-être pas terminé. L'incertitude, comme vous le disiez tout à l'heure, reste toujours. Mais vous étiez au creux d'une vague forte et l'incertitude était plus forte encore. Donc les falaises, est-ce qu'elles vous donnent encore du vertige? Est-ce qu'il y a des falaises encore? Bien sûr, oui, les falaises intérieures en fait. C'est-à-dire c'est cette plongée dans notre intériorité qui est pour moi maintenant le sens véritablement de ma vie. Et c'est celle-là qui nous donne le vertige. C'est-à-dire quand à certains moments on perd tous ses appuis. Alors ça peut être des appuis de réalité, des disparitions, des chocs, des maladies, tout ce qu'on veut. Mais après, dans cette plongée intérieure, on découvre aussi d'autres choses, c'est-à-dire on découvre ce toucher dont parle la chanson. Et c'est ce toucher-là qui est vertigineux. Parce que plus on s'approche de la vie, plus on la touche, et moins, en fait, on est dans ce contact avec la vie où on n'est plus au travers des choses. On essaye, enfin, c'est ce que je me dis à moi-même, ce que j'essaye de faire, de toucher véritablement la vie, avec le moins de représentation possible, sans au travers de, sans objet. Oui, vous êtes en direct avec la vie. Voilà, tout à fait. Vous dites dans un de vos poèmes aussi, le temps se replie. Et dans ce chant, le temps se replie. Quel temps se replie? La multiplicité des temps, mais c'est vrai que le poète se rend compte que le temps est une valeur friable, quelque chose qui se défait en permanence. Et si on arrive justement à ressentir particulièrement cette idée, ce concept-là, ben voilà, je pense qu'on est gagnant. Pas d'hier, pas de demain. La vie est à reprendre dans la force de l'instant. C'est très beau. Est-ce que c'est pour vous convaincre ou bien vraiment s'il y a des instants où vous reprenez la vie, elle est à reprendre comme ça. Et dans l'incertitude, où se reprend la vie? À quel moment? Parce qu'on a l'impression que l'incertitude, il y a comme je le dirai plus tard, comme un vacillement. Oui, il y a ce vacillement dans la certitude et par moments il y a des coups de colère. Cette chanson, je la chante de cette façon-là, mais je pense qu'elle peut être chantée totalement différemment aussi, par moments avec des colères, avec des pleurs, avec des hésitations, avec des éclats de joie, voilà, elle peut être extrêmement vivante. On n'a pas précisé, vous l'avez effleuré à peine, mais c'était après un accident de vie important pour vous. Oui. Et ce mot incertitude, avec ce côté un peu
il y a quelque chose de très émouvant dans votre voix, comme si vous ne compreniez pas ce qui était arrivé. Et cet accident de vie peut arriver à tout le monde, que ce soit la maladie, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une rupture. La vie est faite de ruptures, et de temps en temps, on les prend de plein fouet, je crois. Et vous les avez pris de plein fouet. Est-ce que c'est le chant, quand vous l'avez chanté, du naufragé, ou au contraire, la surprise d'avoir touché terre, et comme on le disait tout à l'heure, encore dans ce vacillement? Encore dans ce vacillement. Je pense que cette chanson-là, elle a essayé, puisque j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'écrire avec le compositeur Jérôme Adesclair. Je pense que ça a dû s'étaler sur presque 6 mois, de refaire, de reprendre, d'essayer. Non, c'était pour me poser moi-même, pour poser vraiment. Je cherchais quelque chose d'une certaine ampleur, en fait, intérieure, et qui pourrait parler à tous. Et c'est pour ça que je l'ai travaillé en fait de cette façon-là. Cette chanson, ça a été un véritable travail d'écriture et de composition. En tout cas, le compositeur et le musicien qui joue, je crois que c'est le musicien, c'est le pianiste qui... Le compositeur Jérôme Adesclair et le pianiste qui joue, c'est Léonissime. Et était le pianiste d'Alain Leprest. D'Alain Leprest, voilà, justement. Et il y a des plages comme ça, où la voix se perd, ou du moins où vous ne dites plus rien. Oui. Il y a comme la musique, on donne de l'ampleur et de l'espace au piano. Et c'est fait exprès, j'imagine. C'est fait exprès, c'est pour commencer à sentir cette notion d'espace, que je ressentirai encore plus avec la poésie. C'est pour poser les choses pour moi-même et pour les autres. Cette chanson m'a énormément aidée en fait après cette période de vie. Ouais. Et elle vous aimait encore? Ah, toujours. Toujours. Voilà, je la chante encore par moments, mais quand je la réécoute ou quand on la met en scène, comme vous le faites aujourd'hui, elle m'impressionne elle-même, la chanson. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup l'entendre chanter par des sensibilités très différentes. Je suis sûre qu'elle peut être aussi dite encore plus doucement que je n'ai pu la dire, qu'elle peut être criée, qu'elle peut être hurlée, qu'elle peut... Enfin voilà, elle peut s'ouvrir vraiment sur différentes voix. Entre l'instant où naissent les mots d'une chanson et l'instant, donc le mixage final, oui. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la rencontre en fait, c'est-à-dire que je me souviens que pour cette chanson, c'est les premiers mots, ne pas savoir ni rien comprendre. Et tout à coup, c'est ces mots-là en fait qui ont entraîné toute la suite de la chanson. Donc c'est aller à la rencontre de quelque chose qui est certainement déjà écrit quelque part, oui. Puisque voilà, c'est à la fois laisser venir et remplir ce vide petit à petit avec les mots qui arrivent comme ça, progressivement, comme si elle était déjà tissée en fait au monde, avant que nous, enfin que moi je puisse la retrouver. Je ne sais pas là où je vais, je ne sais pas d'où je viens, incertitude. Pour toi y a un destin, pour moi y a rien que les lignes de la main. Je te touche du pouls et toi. Alors, est-ce que quand on chante, on oublie ou bien au contraire, on se souvient? Les deux. On oublie et on retrouve, et on se souvient, et on aime, et on se nourrit. Non, il y a ces deux, c'est la mémoire et l'oubli en fait, qui boivent à la même source, l'une et l'autre, l'un et l'autre, ou l'une et l'un. Est-ce que la voix chantée libère? Est-ce qu'elle permet justement de crier un peu plus fort que le poème? Elle permet de crier un peu plus fort que le poème, mais elle ne doit pas faire oublier aussi ce silence intérieur. Et je pense que c'est ce qui est très difficile dans ce genre de chansons, c'est de tenir en fait l'intériorité, le silence intérieur, et de projeter en même temps. Voilà, donc c'est dans ce rapport-là qu'il y a vraiment des interprétations qui peuvent être de qualité d'ailleurs, mais c'est dans cette tenue. Bien sûr, on peut rester dans le silence et n'en rien dévoiler ou le garder pour soi, mais si on veut le porter publiquement, il faut beaucoup de maturité en fait pour garder cette intériorité-là. Et est-ce que chanter est une voie de secours? Ça a été, oui, bien sûr, une voie de secours, une portée de secours, au sens vraiment du port de la voix, oui, c'est vrai. Il y a une unité de vie qui s'est dispersée, et vous chantez les mains nues, à l'aveugle, d'après ce chant bien sûr. Ouais. Vous voulez toucher la vie.
Est-ce que vous l'avez touché la vie ou vous échappe-t-elle encore? Bah, heureusement, elle m'échappe encore en fait. Ce questionnement est toujours là, toujours aussi intense, mais je m'approche en fait de se toucher véritablement la vie. En fait, c'est toute ma vie ça, cette quête-là, de toucher cet invisible, d'oser essayer de saisir l'invisible à chaque instant, voilà, d'essayer d'en parler aussi le plus possible, de le nommer, de le réveiller, parce que c'est le drame de notre époque, hein, que de refuser en fait de voir cet invisible-là, celui qui nous nourrit sans Dieu. Léon-Paul Lafargue disait « La moindre destinée est couverte d'étoiles et de torrents. Où sont vos étoiles, Brigitte, et quels torrents gardez-vous de tout cela, ou avez-vous encore, êtes-vous entraîné par ce torrent? Quelles étoiles? Quelles étoiles? Quelles étoiles? Je dirais simplement celles du monde intérieur, vraiment. Donc, ils sont pleines de surprises. Pas celles du monde extérieur, pour moi, aujourd'hui, mais ce que je peux découvrir en fermant les yeux, en privilégiant, en fait, ce contact intense avec la vie. Comment vous nourrissez ce monde intérieur? Parce que vous êtes souvent, par vos activités, très visible, avec beaucoup de monde, etc. Et bien sûr, c'est dans le cadre de la poésie, de tout ça. Mais vous avez aussi ces instants où vous prenez du recul, une distance. Comment vous faites? Eh ben, le recul, je le prends par la méditation, en fait. Méditation, relaxation, retrait, repos, détente. Et ensuite, je retourne, en fait, au feu, c'est-à-dire dans l'action poétique. Ce qui me paraît important d'être présente aussi, comme ça, au contact du monde, voilà, pour pouvoir transmettre. Donc c'est un aller-et-vient, un aller-retour permanent, pour ne pas trop privilégier un monde par rapport à l'autre, et qu'ils se nourrissent l'un de l'autre et se fortifient. Entre parenthèses, incertitude. Si je chavire dans les délices, j'ai peur du jour et de la nuit, incertitude. Pour toi, y a un destin, pour moi, y a rien que les lignes de la main. Je te touche du bout des doigts, la vie. Il est très émouvant de vous entendre parler, de vous entendre chanter, de vous entendre ne rien dire, parce que vous avez beaucoup de silence, je reviens dessus, je le sais. Il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas, par exemple, pour toi, il y a un destin, pour moi, il n'y a que les lignes de la main, je te touche du bout des doigts la vie. Les lignes de la main, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a cette incertitude, il y a ce qu'on ne sait pas, il y a ce qu'on sait déjà, puisque la ligne de la main, elle commence le premier jour, je pense, où on est. Oui, oui. Ben là, c'est très joli, votre question, Jeanne, et c'est très bien dit surtout. Mais ces lignes de la main, c'est notre destin, en fait. Existe-t-il, n'existe-t-il pas? On navigue à vue. Voilà, comment se poser avec lui? Quels sont les fils que l'on va tirer, les illusions que l'on va défaire? Où on va se retrouver? Comment on va vivre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Et qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres? Vous disiez joliment dernièrement que le monde est l'autre. Oui. Hein, ou le monde est un autre aussi. Donc voilà, c'est tout ce questionnement. Il ne faudrait avoir jamais de cesse que de s'interroger en fait sur tout cela. Je me souviens de ces mots de Saint Jean de Perse en parlant de Lafargue justement. Il écrivait « Et par la grâce d'un chant pur, au plus secret de l'être et du songe de l'être, il sut d'un même mouvement mener le sentiment des choses à leur source, l'ombre des choses à leur clarté première. Jusqu'en ce lieu très sûr ou très suspect, où l'homme et le langage confondus sont comme dans un seul acte et dans une même parole, d'un même souffle proféré. C'est un peu long, pardon. Incertitude me fait cet effet-là, Brigitte. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique cette phrase. Je retiens d'un même souffle proféré. Parce que finalement, c'est dans le souffle que l'on va se trouver. C'est dans ce souffle que l'on est. C'est le... Enfin, je me souviendrai toujours que dans les périodes de plus grande difficulté, c'est vraiment par la respiration intérieure, par cet appui que l'on peut trouver sur le souffle. Donc voilà, c'est un souffle partagé, c'est ce que nous sommes. Et si vous chantiez sur scène, vous l'avez fait déjà ou pas? Oui, bien sûr, oui, oui.
Et quel est le contact avec le public? Le public est pris et se prend, ou bien est-ce que le public vient? Ah, le public, il est là déjà. Et enfin, moi, je ne dirais pas qu'il se prend, parce que ça, je ne sais pas. Oui. Je ne saurais pas être dans cette posture-là, en tous les cas. C'est que moi, déjà, je sois là et qu'ils viennent et qu'on se rencontre. Voilà, c'est comme ça que je me poserai. Je ne sais pas voilà, être dans une autre posture. Est-ce que vous pensez que toujours la vie se fragmente, se défragmente, se refragmente? On passe notre vie à essayer de consolider des choses qui parfois nous échappent, qui s'effritent aussi. Oui. L'image du puzzle demeure. Hein. Oui. Cette structuration, en fait, cette réorganisation de pièces visibles, invisibles, que l'on comprend, que l'on ne comprend pas, que l'on pose quand même, qui sont sur le côté, que l'on n'a pas vu, qu'on va revoir. En fait, c'est dans tout ce mouvement-là, oui. Ouais. Je crois que peu vous attendez en chanteuse. J'aime beaucoup cette chanson, je l'ai déjà dit. J'espère qu'elle deviendra un tube. En tout cas, moi, je la chante beaucoup. Elle porte des étoiles et des torrents. Nous avons tous nos étoiles et nos torrents. Encore merci. Merci Brigitte d'avoir accepté de parler seulement de ce chant, parce que vous avez beaucoup de choses à dire dans d'autres domaines. On s'est concentré sur ce chant, sur cette chanson, et de vous être presque effacé de l'image pour laisser à ce chant l'espace de ses meurtrissures, et aussi de l'espoir, tellement d'espoir, mais sans du tout effacer les meurtrissures, parce qu'elles existent. Bien sûr, et oui. il faut savoir les accepter accueillir. et les accueillir. C'est un très beau mot de les accueillir. Oui. C'était donc le rendez-vous de Jeanne du 6 décembre 2018 avec Brigitte Maillard, infiniment remerciée, et nous terminons avec la musique de générique d'Alain Waron. Merci beaucoup Jeanne. Brigitte, vraiment merci. Je te tais-toi, la vie.